La pluie tombait, froide et impitoyable, sur les marches de pierre de la chapelle Sainte-Marguerite, chaque gouttelette frappant le granit ancien avec l'insistance aiguë d'un créancier qui frappe à la porte. Et Lady Eleanor Ashford, dans sa robe de mariée ivoire, sentait l'humidité s'infiltrer à travers les fins chaussons de satin que sa défunte mère avait portés des décennies auparavant, ses mains tremblant non pas à cause du froid automnal, mais à cause de la terrible certitude de ce que ce jour signifiait vraiment. À côté d'elle, grand comme un monument et 2 fois plus froid, se tenait Adrian Blackwell, le duc de Ravensmoor, ses cheveux sombres plaqués contre son crâne, ses yeux gris fixés quelque part au-delà des témoins rassemblés, au-delà des nuages larmoyants, calculant peut-être des chiffres, des tonnages et des marges bénéficiaires, alors même que le vicaire psalmodiait des vœux qui auraient dû lier 2 âmes, mais qui, au lieu de cela, ne faisaient que transférer des actifs d'un grand livre à un autre. Eleanor pouvait entendre les chuchotements se propager dans les bancs derrière eux, les murmures compatissants de ceux qui savaient que son père était mort depuis à peine 6 mois, les observations plus acerbes sur l'intérêt soudain du duc pour le mariage coïncidant si commodément avec le décès de Lord Thomas Ashford et la question de savoir qui hériterait de son vaste empire maritime, ces navires marchands qui sillonnaient les routes de Londres aux Indes orientales, leurs cales lourdes de thé, de soie et d'épices qui avaient bâti une fortune assez substantielle pour tenter même un duc dont le titre ancien ne pouvait masquer l'odeur du désespoir financier. Elle savait, bien sûr, elle avait toujours su. Quand Adrian l'avait appelé 3 semaines après les funérailles de son père, ses condoléances aussi superficielles qu'une correspondance commerciale, quand il avait demandé la permission de la courtiser avec toute la passion d'un homme commandant des bottes à son cordonnier, quand il l'avait demandé en mariage dans le bureau de son père, entouré des cartes et des manifestes qui représentaient le véritable objet de son désir, Éléanore avait compris, avec une clarté douloureuse, qu'elle n'était pas une mariée, mais une clé, un moyen d'accès à la flotte marchande et aux contrats commerciaux dont elle avait hérité, le prix que le duc était prêt à payer n'étant que son nom et son titre en échange de sa fortune. La cérémonie se déroula avec une efficacité mécanique, chaque rituel observé, chaque mot prononcé, mais il n'y avait aucune once d'émotion dans la voix du duc lorsqu'il promit de l'honorer et de la chérir, aucune chaleur dans ses doigts lorsqu'il lui glissa la froide alliance en or à la main, et lorsqu'il souleva son voile pour sceller leur union par un baiser, ses lèvres effleurèrent à peine sa joue dans un geste si expéditif qu'il aurait pu être une poignée de main. Eleanor signa le registre de mariage avec son nom de jeune fille pour la dernière fois, regardant Adrian signer d'un trait audacieux et décidé, la même main qui signerait bientôt les ordres et les contrats pour les navires de son père. Et puis, ce fut fait, elle était la duchesse de Ravensmoor, un titre qui aurait dû la remplir de fierté, mais qui lui semblait plutôt être un linceul. Le carrosse qui les emporta loin de la chapelle était aussi silencieux qu'un corbillard, la pluie ruisselant sur les fenêtres, obscurcissant les visages des spectateurs qui s'étaient rassemblés pour assister à l'union de l'ancienne noblesse et de la nouvelle richesse, et Éléanore s'assit en face de son mari, observant son profil alors qu'il regardait le paysage gris, son expression ne révélant rien, ni satisfaction de son acquisition, ni regret de la froideur de leur marché, rien que la même distance calculatrice qu'elle avait vue depuis le début. Et elle comprit que quelle que soit la vie qui l'attendait à Ravensmoor Hall, elle n'inclurait pas les rêves insensés d'affection qu'elle avait autrefois nourris en tant que jeune fille, lorsque son père vivait encore et que l'avenir semblait brillant de possibilités plutôt que sombre de transactions. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous? Maintenant, commençons. Ravensmoor Hall s'élevait de la lande comme un monument,
à tout ce qui était austère et impitoyable, ces murs de pierre grise de la couleur des nuages d'orage, ces innombrables fenêtres reflétant la lumière mourante avec l'éclat froid d'yeux indifférents. Et alors que le carrosse remontait la longue allée de gravier bordée de chênes anciens qui avaient perdu leurs feuilles en capitulant devant l'avancée de l'automne, Éléanore sentit quelque chose en elle se contracter avec un frisson qui n'avait rien à voir avec le temps et tout à voir avec la prise de conscience que ce vaste édifice inhospitalier était maintenant sa maison, sa prison, l'endroit où elle passerait le reste de ses jours comme une transaction plutôt que comme une épouse. L'intendante, Madame Davison, une femme dont la colonne vertébrale était aussi droite que les colonnes du hall et dont l'expression ne révélait rien d'autre qu'une courtoisie dévouée, les accueillit dans le hall d'entrée où des sols en marbre s'étendaient dans toutes les directions et où le plafond s'élevait à 2 étages au-dessus, faisant qu'Éléanore se sentit plus petite qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie, et lorsque le duc, car elle ne pouvait pas encore penser à lui comme Adrian ne pouvait penser à lui avec aucune intimité que ce soit, ordonna à Madame Davison de montrer à la duchesse ses appartements, en insistant sur le mot d'une manière qui rendait clair que ce seraient ses appartements et les siens seuls. Éléanore suivit l'intendante dans le grand escalier, avec la résignation d'une prisonnière conduite à sa cellule. Les pièces étaient belles à leur manière, meublées avec une dépense évidente, sinon avec chaleur, le lit drapé de lourds rideaux d'un bordeaux profond, les fenêtres donnant sur la lande sauvage, qui s'étendait sans fin vers un horizon s'assombrissant déjà avec le soir. Et tandis que 2 femmes de chambre déballaient ses malles dans un silence efficace, Éléanore se tenait à la fenêtre et se demandait si son père avait su, quand il a bâti son empire maritime, quand il a accumulé sa fortune au prix d'années de travail acharné, que cela ne servirait finalement qu'à faire de sa fille une marchandise assez précieuse pour tenter un duc qui avait plus besoin de capital que de compagnie. Elle ne revit Adrian que pour le dîner, et lorsqu'elle descendit dans la salle à manger à l'heure convenue, elle le trouva déjà assis au bout d'une table si longue qu'elle semblait conçue pour souligner la distance plutôt que pour la combler, et il se leva avec une politesse superficielle à son entrée, lui désigna la chaise qui avait été placée assez loin pour que la conversation demande un effort. Et tout au long du repas, plat après plat d'une nourriture préparée par des experts qui avaient le goût de la cendre dans sa bouche, il ne parla que d'affaires, d'une réunion prévue à Londres, d'une cargaison attendue d'Inde, de tonnage, de tarifs et de marges bénéficiaires, ne lui demandant rien sur son confort, ses opinions, son adaptation à sa nouvelle maison, la regardant quand c'était nécessaire, mais parvenant, en quelque sorte, à regarder à travers elle en même temps, comme si elle était faite de verre, comme si elle n'était qu'un autre élément du manoir qu'il avait acquis avec les contrats de transport. Éléanore l'observa tout en picorant sa nourriture, notant malgré elle qu'il était beau à la manière des statues classiques, tout en lignes nettes et angles aristocratiques, ses cheveux sombres captant la lumière des bougies, ses yeux gris intelligents et vifs lorsqu'il se concentrait sur autre chose qu'elle, et elle se demanda quel genre d'homme pouvait être si froid, quelle enfance ou quelle circonstance lui avait appris qu'une épouse n'était qu'un autre actif à gérer, une autre entrée dans un grand livre, et lorsque l'interminable repas prit fin et qu'il s'excusa pour se retirer dans son bureau sans même la courtoisie d'un bonsoir, elle monta les escaliers vers sa chambre solitaire et resta éveillée dans l'obscurité, écoutant la maison s'installer autour d'elle, vaste, vide et résonnant d'une solitude si profonde qu'elle semblait s'être infiltrée dans les pierres mêmes, et elle comprit que quelle que soit la vie qu'elle s'était imaginée, elle était morte avec son père. Et ce qui restait n'était que ceci: exister à proximité d'un homme qui l'avait épousée pour son héritage et ne la verrait probablement jamais comme rien de plus que le prix qu'il avait payé pour son salut financier. 3 semaines passèrent de cette manière, 21 jours qui se fondirent en un schéma d'une prévisibilité si rigide qu'Éléanore aurait pu naviguer dans Ravensmoor Hall les yeux bandés, ces matinées commençant seules dans la petite salle du petit déjeuner,
où une pâle lumière du soleil luttait pour percer les fenêtres plombées, ses repas pris en solitude, alors qu'Adrian était déjà parti pour ses promenades matinales à cheval à travers la lande, des promenades dont elle savait qu'elles avaient moins à voir avec le plaisir qu'avec le fait d'éviter sa compagnie. Et elle restait assise, son thé refroidissant, écoutant l'horloge dans le couloir marqué chaque quart d'heure avec une précision solennelle, avant de se retirer dans les jardins où l'automne avait commencé son œuvre pour de bon, dépouillant les rosiers de leurs dernières fleurs, faisant voltiger les feuilles sur les allées de gravier comme des avertissements chuchotés de l'hiver à venir. Ces après-midi, elle les passait dans le petit salon que madame Davison avait désigné comme convenable pour la duchesse, son cercle à broder un accessoire plus qu'une passion, son aiguille faisant des points qui n'avaient d'autre but que de remplir les heures qui s'étendaient avant le dîner comme une mer vide. Et parfois, elle entendait la voix d'Adrian résonner depuis un couloir lointain, alors qu'il parlait avec son intendant, M. Thornton. Leur conversation toujours centrée sur les manifestes et les horaires de cargaison, les calculs de tonnage et les frais de port, le langage du commerce qui était devenu le seul langage que son mari semblait parler. Le dîner restait la seule occasion quotidienne où ils occupaient la même pièce plus qu'un instant fugace. Mais même ce rituel s'était calcifié en quelque chose qui ne ressemblait à de la compagnie que dans le sens le plus technique du terme. Adrian arrivait précisément à 7 heures, après avoir passé les heures précédentes enfermé dans son bureau avec des registres et de la correspondance, et tout au long du repas, il lisait des lettres de ses agents maritimes, commentant parfois à voix haute un navire en retard ou des conditions de marché favorables, ne demandant rien à Eleanor sur sa journée, son confort, ses pensées. Ses yeux, lorsqu'il se posait sur elle, ne contenant pas plus de chaleur qu'il n'en offrirait à un portrait sur le mur, et elle commença à comprendre que pour lui, elle avait déjà rempli son rôle, le contrat de mariage signé, l'empire maritime transféré, et ce qui restait n'était que la formalité fastidieuse de la cohabitation. Elle remarqua de petites cruautés qu'il ne reconnaissait peut-être même pas comme telles. La façon dont il parlait d'étendre les routes commerciales que son père avait construites, comme s'il s'attribuait le mérite du travail de toute une vie d'un autre homme, la façon dont il discutait de projets potentiels sans la consulter bien que ce soit son héritage qui les finançait, et un après-midi, en errant dans des couloirs qu'elle n'avait pas encore explorés, Eleanor découvrit une pièce de rangement où les meubles trop endommagés ou démodés pour être exposés avaient été relégués à une obscurité poussiéreuse, et là, appuyée contre des caisses de thé et des chaises cassées, elle trouva le portrait de son père, le tableau qui avait été accroché dans son bureau pendant 20 ans, ses yeux bienveillants et son doux sourire faisant maintenant face à un mur, comme si sa mémoire même était devenue gênante. À sa place dans le hall principal, elle l'avait remarqué ce matin-là, Adrian avait accroché des cartes encadrées des routes maritimes, des cartes qui montraient les voies commerciales de l'Extrême-Orient, marquées de notations précises de la main de son père, les routes elles-mêmes préservées et honorées, tandis que l'homme qui les avait créées était caché comme une source d'embarras. Et Eleanor était restée longtemps devant cette pièce de rangement, quelque chose se durcissant dans sa poitrine, une petite blessure qui rejoignait l'accumulation d'autres petites blessures, chacune seule peut être pardonnable, mais formant ensemble un poids qui pesait de plus en plus lourd sur son cœur, jusqu'à ce qu'elle se demande si ce devait être toute sa vie. Un fantôme dans sa propre maison, mariée à un homme qui ne la voyait que comme la clé qui avait déverrouillé son salut financier. Eleanor découvrit tout à fait par accident que l'invisibilité, bien que douloureuse, offrait certaines libertés, car lorsqu'on n'est pas vraiment vu, on peut se déplacer dans les espaces sans être remarqué. Et c'est lors d'un de ces passages inaperçus dans les couloirs de Ravensmoor Hall qu'elle entendit madame Davison expliquer à une nouvelle femme de chambre les comptes du domaine, mentionnant que les registres de la propriété étaient conservés dans l'alcôve et de la bibliothèque,
et bien qu'Eleanor n'eût aucune intention particulière de les chercher, elle se sentit attirée par la bibliothèque l'après-midi suivant, alors qu'Adrian était enfermé avec M. Thornton pour discuter de contrats de bois, et là, dans l'alcôve, elle découvrit non seulement les comptes courants du ménage, mais aussi des registres plus anciens, des archives qui remontaient à 5 ans, et ce qu'elle lut dans ces colonnes de chiffres soignés racontait une histoire bien plus révélatrice que n'importe quelle conversation qu'elle avait partagée avec son mari. Les chiffres peignaient le portrait d'un déclin constant, d'un domaine qui perdait de l'argent malgré toutes les économies, de dettes s'accumulant comme des nuages d'orage à l'horizon d'un été, d'un duc dont le titre et les terres ne signifiaient rien face à la froide mathématique de l'insolvabilité, et Éléanor s'assit sur le siège de la fenêtre avec les registres étalés autour d'elle, et comprit avec une clarté cristalline qu'Adrian n'avait pas simplement désiré la fortune de son père. Il en avait désespérément besoin, était peut-être à quelques mois de la ruine, de perdre Ravensmoor Hall et tout ce que sa famille avait possédé pendant des générations. Et cette connaissance n'excusait pas sa froideur, mais l'expliquait au moins, jetait sa cour calculée et son efficacité sans émotion sous un jour différent. La lumière d'un homme qui se noie s'agrippant au salut plutôt que celle d'un mercenaire réclamant un butin. Elle remit les registres à leur place et continua sa promenade dans la bibliothèque, passant ses doigts sur les dos en cuir. Et là, dans une armoire qu'elle n'avait pas explorée auparavant, elle trouva une collection de la correspondance de son père, des lettres qu'il avait écrites à Adrian pendant la cour, et les lire, c'était comme entendre à nouveau sa voix, sa fierté pour l'entreprise qu'il avait bâtie à partir de rien, son espoir que sa fille serait bien soignée, ses explications détaillées des routes commerciales, des partenariats et des innovations qu'il avait prévues, mais qu'il ne vivrait jamais pour mettre en œuvre, et Éléanor s'assit, des larmes coulant sur son visage, pleurant non seulement son père, mais aussi le savoir qu'il lui avait transmis, les heures qu'il avait passées à lui apprendre sur les navires et la navigation, sur la lecture des conditions météorologiques et le calcul des cargaisons, sur la diplomatie délicate requise pour maintenir des relations avec les marchands de Canton, de Bombay et de Port Saïd, toute la sagesse qu'il avait déversée en elle parce qu'il n'avait pas de fils et qu'elle avait été avide d'apprendre, et elle réalisa avec une clarté amère qu'Adrian ne lui avait jamais demandé si elle savait quoi que ce soit sur l'empire pour lequel il l'avait épousée, avait simplement supposé qu'elle était décorative et ignorante, un autre actif à gérer plutôt qu'un partenaire qui pourrait contribuer. Le lendemain matin, enhardie à la fois par la frustration et le chagrin, Eleanor rencontra M. Thornton dans le couloir et s'enquit, avec une politesse soignée, de la route prévue pour la liaison avec l'Inde. Et lorsqu'il expliqua le passage prévu, elle suggéra, presque timidement, que son père avait toujours préféré un parcours légèrement plus au sud pendant les mois d'automne pour éviter le pire des moussons. Et M. Thornton lui avait souri avec la même condescendance polie qu'on pourrait offrir à un enfant discutant d'affaires d'adultes, l'assura que les plans du duc étaient très soigneusement considérés, et poursuivit son chemin, laissant Éléanor debout dans le couloir, les poings serrés, son expertise rejetée, son savoir rendu invisible tout comme elle-même avait été rendue invisible, et elle comprit que ce serait une autre perte, non seulement son père, sa maison et tout espoir d'affection de la part de son mari, mais aussi sa compétence, son intelligence, les parties d'elle-même que son père avait valorisées et nourries, tout cela mis de côté parce qu'elle habitait un corps que les hommes avaient appris à ne pas prendre au sérieux, et la frustration brûla dans sa poitrine comme un feu avalé, contenu mais dévorant néanmoins. Le soir arriva avec le genre de vent glacial qui faisait cliqueter les vitres et envoyait les domestiques se presser pour attiser les feux dans chaque cheminée, et Éléanor entra dans la salle à manger à 7 heures précises, comme c'était devenu leur coutume invariable, s'attendant au repas superficiel habituel, au silence habituel, rompu seulement par le bruissement de la correspondance d'Adrian,
mais dès qu'elle franchit le seuil, elle sentit quelque chose de différent dans l'atmosphère, une tension qui vibrait comme une corde pincée, et elle trouva Adrien déjà assis, sa posture rigide, un télégramme froissé à côté de son assiette et un verre de vin, son deuxième, nota-t-elle, car un autre était vide, tenu dans sa main avec une force telle que ses jointures étaient devenues blanches. Il leva les yeux à son entrée, et pour une fois, ses yeux se concentrèrent réellement sur son visage, plutôt que de glisser au-delà vers une distance moyenne, bien que ce qu'elle y vit ne fût pas de la chaleur, mais une sorte d'agitation à peine contrôlée. Et pendant le dîner, il ne mangea rien, se versa simplement un troisième verre, puis un quatrième. Buvant avec une précision mécanique, tout en fixant le télégramme comme s'il pouvait en changer le contenu par la seule force de sa volonté, et finalement Éléanore, incapable de supporter le silence oppressant, demanda avec une neutralité prudente si les nouvelles étaient troublantes, et le rire d'Adrian fut sec et amer alors qu'il poussait le télégramme vers elle à travers la table. Elle le lut rapidement, la formation de son père lui permettant de saisir immédiatement les implications. L'Étoile du matin, l'un des plus grands navires de la flotte, n'était pas arrivé à Bombay, avait 3 semaines de retard, et la cargaison de soies et de porcelaine chinoise représentait une somme stupéfiante, suffisante pour nuire même à une entreprise saine et potentiellement paralysante compte tenu de ce qu'Éléanore comprenait maintenant de leur situation financière. « Quelle route a-t-il prise » demanda Éléanore doucement, sa voix prudente, et Adrian la regarda avec quelque chose qui ressemblait presque à de la surprise, comme s'il avait oublié qu'elle pouvait parler en phrases complètes, et il lui dit le passage du Nord, la route la plus rapide, et Éléanore sentit son cœur se serrer, car elle savait, l'ayant appris aux genoux de son père, que le passage du Nord à la fin de l'automne était traître, que les moussons changeaient de manière imprévisible, et que le golfe du Bengale devenait un cimetière pour les navires qui essayaient de gagner des jours sur leur voyage en courtisant ces eaux dangereuses. « La route du Nord, dit-elle, pas tout à fait une question, et quelque chose dans son ton fit qu'Adrian posa son verre et la regarda vraiment, ses yeux s'aiguisant d'une attention entièrement nouvelle, et elle continua. « Mon père évitait toujours le passage du Nord après septembre. Les conditions météorologiques sont trop instables, le risque de tempête trop grand, et il y a perdu un navire en 38 et a juré de ne plus jamais recommencer. » Et elle vit le visage d'Adrian se transformer, vit la surprise céder la place à autre chose, une prise de conscience naissante que peut-être sa femme n'était pas simplement décorative, que peut-être elle possédait un savoir qu'il n'avait jamais pensé à consulter, et il se pencha en avant, son agitation antérieure se canalisant en concentration, et lui demanda quelle route son père avait préférée. Éléanore lui parla du passage plus long par le sud, de la façon dont son père avait cultivé des relations avec les capitaines de port à Ceylan qui envoyaient des informations sur les conditions météorologiques, des calculs minutieux du temps contre la sécurité. Et Adrian écouta avec une intensité qui aurait pu être flatteuse si elle n'était pas née du désespoir, et quand elle eut fini, il se rassit, quelque chose s'effritant dans son expression, et elle réalisa qu'il calculait combien d'argent son ignorance aurait pu coûter, comment sa présomption de savoir mieux que l'homme qui avait passé 40 ans à construire cet empire avait peut-être envoyé un navire et son équipage à la mort. Le repas se termina en silence, mais c'était un silence de qualité différente, chargé de reconnaissance tacite. Et Adrian se retira dans son bureau sans un mot, et Éléanore monta dans ses appartements sans rien attendre de plus de la soirée, mais des heures plus tard, incapable de dormir, elle parcourut les couloirs et vit la mince ligne de lumière sous la porte de son bureau, et quelque chose la poussa à vérifier, et elle trouva la porte non verrouillée et lui endormit à son bureau, la tête reposant sur ses bras, entourée de cartes, de registres et de la correspondance de son père étalée en une constellation désespérée autour de lui. Et dans son sommeil, son visage avait perdu ses traits durs. Les lignes sévères du calcul et du contrôle
s'étant adoucie pour révéler quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui semblait presque vulnérable, et Éléanore resta un long moment dans l'embrasure de la porte avant de récupérer discrètement une couverture de la bibliothèque et de la draper sur ses épaules, sa main planant un battement de cœur près de ses cheveux sombres avant de se retirer et de le laisser dormir. Et elle ne savait pas pourquoi elle avait offert ne serait-ce que cette petite tendresse à un homme qui ne lui en avait montré aucune. Sauf que dans son épuisement et son inquiétude, elle avait entrevu, peut-être, un être humain sous la façade froide, et cela l'effrayait presque autant que cela l'émouvait. 2 mois après leur mariage, Adrian apparut au petit-déjeuner, un événement inhabituel en soi, car il prenait généralement son repas du matin dans son bureau en examinant sa correspondance, et annonça avec sa brièveté caractéristique qu'il se rendrait à Portsmouth dans la semaine, que sa présence était requise pour rencontrer des partenaires commerciaux et inspecter la flotte, et qu'Éléanore l'accompagnerait pour les apparences, ajouta-t-il, après une pause qui rendit l'addendum presque apologétique, bien que son ton restât sec et formel. Les jours qui suivirent furent remplis de préparatifs, les malles emballés par des femmes de chambre efficaces, les vêtements de voyage d'Éléanore disposés et repassés, et elle se surprit à ressentir un étrange frémissement de quelque chose qui aurait pu être de l'anticipation ou de l'anxiété, car elle n'avait pas quitté Ravensmoor Hall depuis son arrivée en tant que mariée. Et la perspective du voyage, même en la compagnie distante d'Adrian, représentait au moins un changement par rapport à la routine monotone qui s'était calcifiée autour d'eux. Le matin de leur départ se leva clair et froid, le genre de journée d'automne où le givre argente l'herbe et où le souffle se transforme en buée dans l'air. Et Éléanore s'assit en face d'Adrian dans le carrosse, alors qu'ils descendaient la longue allée et prenaient la route qui les mènerait vers le sud et l'est en direction de la côte. Et pendant la première heure, ils maintinrent leur silence habituel, Adrian occupé par des papiers qu'il avait apportés, Éléanore regardant la campagne défiler par la fenêtre. Mais ensuite, quelque chose changea, une subtile détente dans l'atmosphère, et Adrian mit son travail de côté et commença, d'abord avec hésitation, à indiquer des points de repère, la vieille église saxonne dans le village qu'il traversait, le domaine d'une famille qu'il avait connue dans son enfance, la crête d'où l'on pouvait voir 3 comtés par temps clair. Et bien que ces commentaires fussent brefs et factuels, Éléanore se sentit reconnaissante pour ces petites offrandes, ces fragments de connaissances sur le monde au-delà des murs de Ravensmoor. La campagne devint plus sauvage à mesure qu'ils voyageaient, les champs cultivés cédant la place à un terrain plus accidenté, des forêts de chênes et de frênes se pressant près de la route, et Éléanore remarqua comment les fermes devenaient plus dispersées, les villages plus petits et plus isolés. Et il y avait quelque chose à la fois de beau et de troublant dans cette nature sauvage. La façon dont la civilisation semblait s'amincir et s'effilocher sur les bords. Ils s'arrêtèrent à la tombée du soir dans une auberge qui se blottissait au bord de la route comme sortie d'un conte de fées, tout en poutres sombres et fenêtres à losanges brillant de la lumière du feu. Et Adrian organisa leur hébergement avec l'aubergiste, réservant des chambres séparées sans consultation d'une manière qui ne surprenait plus Éléanore, bien que cela portât encore une petite pointe de douleur, et elle se retrouva à la fenêtre de sa chambre alors que le crépuscule s'épaississait en nuit, regardant la cour où Adrian se tenait seul, fumant une cigarette, le visage tourné vers l'horizon où la dernière lumière s'estompait, et quelque chose dans sa posture, la carrure de ses épaules. La façon dont il se tenait si totalement seul, malgré l'agitation de l'auberge autour de lui, parlait d'une solitude qu'Éléanore reconnaissait parce qu'elle reflétait la sienne, et elle se demanda s'il la ressentait aussi, cet isolement particulier de 2 personnes liées par la loi et le contrat, mais séparées par des murs plus impénétrables que la pierre. Elle se détournait de la fenêtre lorsqu'elle entendit la voix de l'aubergiste monter d'en bas, avertissant Adrian des bandits
qui avaient infesté la route, lui suggérant d'engager des gardes pour le reste du voyage. Et Éléanore regarda Adrian rejeter l'inquiétude d'un geste sec, sa confiance absolue, et elle sentit un frisson de malaise qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Un pressentiment qui s'installa froidement dans sa poitrine alors qu'elle se détournait finalement et se préparait pour une nuit de sommeil agité. Le lendemain matin se leva enveloppé de brume, le genre qui s'accrochait au sol et étouffait les sons jusqu'à ce que le monde semble enveloppé de laine grise, et Éléanore sentit le malaise de la nuit précédente peser plus lourdement sur ses épaules alors qu'elle prenait place dans le carrosse, bien qu'elle se dît qu'elle était sotte, que les avertissements de l'aubergiste étaient le genre de superstition rurale qui sévissait sur chaque route isolée d'Angleterre. Et Adrien semblait totalement indifférent alors qu'il arrangeait leurs bagages et donnait des instructions au cocher de sa manière habituelle et sèche avant de s'installer en face d'elle avec une liasse de papier qui avait clairement l'intention d'occuper son attention pour le voyage à venir. La route se rétrécit à mesure qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forêt, des chênes anciens se pressant de chaque côté, leurs branches formant une canopée au-dessus qui transformait le matin brumeux en quelque chose de proche du crépuscule, et les feuilles d'automne, or, pourpres et brunes, descendaient en spirales paresseuses pour tapisser la route, belles et mélancoliques, et il y avait quelque chose de troublant dans le silence, la façon dont même les sabots des chevaux semblaient étouffés, la façon dont aucun oiseau ne chantait dans le bois dense, et Éléanore se surprit à observer les ombres entre les arbres avec une tension croissante, bien qu'elle n'aurait pas pu dire ce qu'elle craignait d'y voir. Ils avaient voyagé peut-être 2 heures lorsque l'attaque survint avec une soudaineté choquante. Des cavaliers masqués jaillissant de la lisière des arbres des 2 côtés de la route, les sabots de leurs chevaux tonnant après le silence étrange, leurs voix criant des exigences que l'esprit d'Éléanore pouvait à peine traiter à travers la vague de pure terreur animale, et le cocher tenta de fouetter les chevaux pour les faire fuir, mais les bandits avaient bien planifié, avaient bloqué la route devant, et Adrian se mit soudain en mouvement, se jetant à travers le carrosse pour pousser Éléanore au sol, son corps la couvrant, et elle l'entendit crier quelque chose au cocher, entendit la détonation d'un coup de feu qui lui fit siffler les oreilles, sentit le carrosse tanguer violemment alors que les chevaux criaient et se cabraient, et tout n'était que chaos, confusion, l'odeur de la poudre à canon et de la sueur de peur, et les terribles sons de la violence éclatant autour de leur fragile abri de bois. Adrian était à moitié debout, une main pressant toujours Éléanore vers le bas, l'autre cherchant quelque chose. Elle réalisa avec stupeur qu'il avait sorti un pistolet de quelque part, qu'il ripostait à leurs agresseurs, et à travers le petit espace entre son bras et la paroi du carrosse, Éléanore entrevit des visages masqués, des mains gantées arrachant les bagages, le cocher luttant avec un bandit qui était monté sur le siège. Et puis il y eut un autre coup de feu, plus proche, plus fort, et quelque chose frappa le côté d'Éléanore avec une force qui lui coupa le souffle, une sensation non pas de douleur au début, mais de choc profond, d'anomalie, et elle baissa les yeux avec une incrédulité engourdie pour voir sa robe de voyage s'assombrir de sang, la tache s'étendant avec une vitesse terrible sur le tissu gris, et son esprit essaya de donner un sens à cela, même si son corps commençait à comprendre, la douleur fleurissant chaude et vive là où la balle avait déchiré la chair. Le monde bascula, les sons devenant distants et étranges, et à travers le brouillard qui s'épaississait, Éléanore vit le visage d'Adrian soudain au-dessus du sien, vit son expression se transformer de calcul froid en quelque chose qu'elle n'y avait jamais vu auparavant, une peur brute, non dissimulée, ses yeux grands ouverts et son visage devenu blanc sous son hâle, et elle l'entendit crier son nom, pas Lady Ravensmoor, ni même ma Lady, mais Eleanor, son prénom prononcé avec une urgence désespérée, et ses mains étaient sur son côté,
pressant contre la blessure, et elle voulait lui dire que tout allait bien, qu'elle se sentait plutôt détachée de toute l'affaire. Mais l'obscurité montait comme une marée, et son visage s'estompait, et la dernière chose qu'elle enregistra avant que la conscience ne s'échappe fut le son de son nom à nouveau sur ses lèvres, et la réalisation, faible mais certaine, que tout avait changé en l'espace d'un battement de cœur. L'esprit d'Adrian, qui avait passé 2 mois à calculer des routes maritimes et des marges bénéficiaires avec une précision froide, se réduisit soudainement à un seul point de clarté absolue, alors qu'il regardait le visage pâle d'Éléanore, son sang se répandant sur ses mains, là où il pressait son manteau contre la blessure à son côté, et les bandits fuyaient maintenant, leurs cris s'estompant dans la forêt, alors qu'ils s'emparaient de malles et d'objets de valeur, dont Adrian se rendit compte qu'il ne se souvenait même plus de s'en soucier, et le cocher était affalé sur son siège, en gémissant mais vivant, et les chevaux s'étaient dispersés dans leur terreur, et rien de tout cela n'avait d'importance, rien dans le monde entier n'avait d'importance, sauf le fait qu'Éléanore saignait, que sa respiration venait en halètements peu profonds, que ses yeux s'étaient révulsés, ne montrant que du blanc, avant de se refermer en flottant. Et Adrian s'entendit dire son nom encore et encore. « Éléanore, Éléanore, reste avec moi !» Et ses mains tremblaient alors qu'il essayait d'évaluer la blessure, essayait de se souvenir de quelque chose d'utile, de ses années de parties de chasse et de campagne militaire, et il pouvait voir que la balle était entrée sous ses côtes du côté gauche, et il ne savait pas si elle avait touché quelque chose de vital, ne savait pas si elle était en train de mourir dans ses bras en ce moment même. Et la terreur qui le saisit était différente de tout ce qu'il avait jamais connu, plus viscérale que n'importe quel échec commercial, plus dévastatrice que la nuit où il avait appris que son domaine s'effondrait en ruines. Il cria au cocher, demanda de savoir où se trouvait le médecin le plus proche, et l'homme, à peine conscient lui-même, du sang coulant d'une coupure à sa tempe, parvint à haleter que le village qu'ils avaient traversé ce matin-là avait un médecin, et l'esprit d'Adrian commença à calculer même à travers la panique, 20 miles au moins, peut-être plus, les chevaux partis et dispersés dans la forêt, le cocher en aucune condition de les gérer, même s'il pouvait être trouvé, et la respiration d'Éléanore devenant plus laborieuse à chaque instant qui passait, et le choix se cristallisa devant lui avec la clarté terrible de la nécessité absolue. Il la porterait, marcherait les 20 miles pour retourner à ce village, ne s'arrêterait pas, ne se reposerait pas, ne faiblirait pas, parce que l'alternative était impensable, était un vide qui s'ouvrait devant lui plus sombre que tout ce qu'il avait imaginé possible. Il retira son manteau, le tassa contre sa blessure, puis la souleva dans ses bras, et elle était si légère, plus légère qu'il ne l'avait imaginé, et sa tête reposa contre son épaule, et il sentit la chaleur de son sang s'infiltrer à travers son gilet, et il se mit à marcher, en sens inverse, le long de la route forestière qui semblait soudain s'étirer infiniment devant lui. À chaque pas, son esprit retournait une question à laquelle il ne pouvait répondre, ne pouvait même pas entièrement articuler. Quand était-elle devenue essentielle? Quand la femme silencieuse qui s'asseyait en face de lui au dîner, qui marchait seule dans les jardins, qui posait des questions intelligentes qu'il avait rejetées ou ignorées, quand s'était-elle transformée d'un moyen en une fin, en quelqu'un dont la perte arracherait quelque chose de vital de sa poitrine? Il pensa à leur jour de mariage, comment il avait à peine regardé son visage, comment il avait calculé la valeur des contrats de transport même en prononçant ses vœux, et la honte le brûla plus fort que l'effort de la porter, et il ajusta sa prise, sentit son souffle chaud contre son cou, et continua à marcher alors que le soleil d'automne grimpait plus haut et que le chemin forestier s'étendait devant lui, et il lui chuchota des choses bien qu'elle ne pût pas entendre, promit des choses qu'il n'avait jamais pensé promettre à personne, et sut avec une certitude absolue que rien dans sa vie soigneusement construite ne l'avait préparé à ce moment où tout ce qu'il avait pensé important
se révélait être poussière et ombre comparée au poids d'elle dans ses bras et à l'espoir désespéré qu'il ne serait pas trop tard. Adrian marchait depuis peut-être 2 heures, bien que le temps ait pris une qualité étrange, où il ne pouvait être certain si des minutes ou des vies entières s'écoulaient, et ses bras lui faisaient mal d'une douleur profonde et brûlante qui irradiait à travers ses épaules et le long de son dos. Sa respiration laborieuse, alors qu'il avançait sur la route forestière qui semblait s'étendre sans fin devant lui, et le poids d'Éléanore, si léger au début, était devenu un fardeau qui testait les limites de son endurance, bien qu'il aurait préféré mourir plutôt que de la poser, aurait préféré s'effondrer entièrement plutôt que d'échouer dans cette mission désespérée. Il lui parlait constamment, sa voix rauque et rude, disant son nom, lui disant de rester avec lui, la suppliant d'une manière qu'il n'avait jamais suppliée pour quoi que ce soit dans sa vie soigneusement contrôlée, et parfois elle bougeait légèrement, sa tête se déplaçant contre son épaule, un petit son s'échappant de ses lèvres, et ces minuscules signes de vie étaient les seules choses qui maintenaient ses pieds en mouvement lorsque chaque muscle criait pour du repos. Le soleil d'automne montait plus haut, filtrant à travers la canopée de feuilles au-dessus en faisceaux de lumière dorée, qui aurait été beau si Adrian avait eu la capacité de remarquer la beauté, et son esprit, cherchant à échapper aux tourments physiques et à la peur écrasante, commença à se remémorer des souvenirs comme un homme examinant les preuves de ses propres crimes, et il se souvint de leur jour de mariage avec une clarté soudaine et terrible. Comment il s'était tenu à côté d'elle dans cette chapelle froide et avait calculé les routes maritimes même en prononçant ses vœux. Comment il avait regardé ses mains pâles trembler en signant le registre et n'avait ressenti que de la satisfaction que les contrats soient maintenant siens. Comment il s'était assis en face d'elle dans le carrosse par la suite et avait examiné des registres au lieu de parler à sa nouvelle femme. Et la honte de cela le submergea en vagues qui correspondaient au rythme de ses pas laborieux. Il se souvint des dîners où elle s'était assise en face de la longue table à Ravensmoor Hall, calme et posée, tentant parfois une conversation qu'il avait détournée avec des réponses sèches ou ignorée entièrement en lisant sa correspondance, et il l'avait traitée comme un meuble, comme un élément de sa maison qui ne nécessitait pas plus d'attention qu'une chaise ou une table, utile seulement dans la mesure où elle servait ses desseins, et la culpabilité était une chose physique maintenant, aussi lourde que son corps dans ses bras, aussi vive que la douleur dans ses épaules. Éléanore bougea à nouveau, marmonna quelque chose d'indistinct, et il entendit le nom de son père, Thomas, prononcé avec une telle nostalgie que la poitrine d'Adrien se serra, et il réalisa, avec une clarté stupéfiante, qu'il ne s'était jamais enquis de son chagrin, n'avait jamais reconnu qu'elle avait perdu son père quelques mois seulement avant leur mariage, n'avait jamais considéré qu'elle pourrait être en deuil, pourrait avoir besoin de réconfort, de compréhension ou de simple bonté humaine, et au lieu de cela, il avait pris tout ce que son père avait construit et ignoré la fille qu'il avait aimée, et la cruauté de cela, la cruauté irréfléchie et calculée, donna à Adrian l'envie de s'arrêter de marcher et de pleurer, mais il ne pouvait pas s'arrêter, ne s'arrêterait pas, parce que s'arrêter signifiait qu'elle pourrait mourir, et cela était devenu impensable. Il ajusta sa prise, sentant son sang encore chaud s'infiltrer à travers sa chemise, et il continua à marcher à travers la lumière tachetée du soleil, à travers la beauté de l'automne qui se moquait de son désespoir, et il chuchota des promesses à sa forme inconsciente, promis d'être meilleur, de la voir, de la valoriser, si seulement elle voulait vivre, si seulement il n'était pas trop tard. Éléanore existait dans un monde crépusculaire où le passé et le présent s'entremêlaient comme des fils sur un métier à tisser, les motifs indistincts et étranges, et elle ne pouvait dire avec certitude si elle était allongée dans son lit d'enfant à Ashford House, si elle flottait dans l'obscurité ou si elle mourait dans une forêt sans nom,
et à travers tout cela, elle sentait des bras autour d'elle, forts et implacables, et entendait une voix qui semblait venir de très loin, l'appelant à revenir, d'où qu'elle dérivât. Dans les rêves fiévreux qui consumaient sa conscience, elle était de nouveau une enfant, debout sur les quais de Portsmouth avec son père, et l'air salin emplissait ses poumons, alors qu'il désignait les grands navires marchands à l'ancre, sa voix chaude de fierté expliquant comment lire le vent, comment calculer les routes à travers de vastes océans, comment les étoiles la nuit pouvaient guider un navire à bon port, et elle écoutait avec une attention féroce, parce que ses moments avec lui étaient précieux, étaient tout, et il lui souriait, et disait qu'un jour tout cela serait à elle de le gérer, qu'il lui faisait confiance pour honorer ce qu'il avait construit, et elle voulait lui dire qu'elle avait essayé, qu'elle avait voulu être digne, mais le rêve changea, et elle se retrouva debout dans une chapelle froide, dans une robe qui ressemblait à un linceul, et à côté d'elle se tenait un étranger au visage dur et beau, qui prononçait des vœux sans jamais la regarder dans les yeux, et elle savait avec une clarté terrible que les navires de son père étaient tout ce que cet étranger voulait, qu'elle-même n'était que le vaisseau incommode par lequel la transaction devait être complétée, et le chagrin de cela, la solitude, la submergea en vagues qui la laissèrent haletante. Puis soudain, le rêve changea de nouveau, et elle était dans le carrosse, et il y avait du bruit, du chaos et de la terreur, et la douleur fleurit, chaude et vive, à son côté, et elle leva les yeux pour voir le visage d'Adrian au-dessus d'elle, et quelque chose dans son expression était différent, était brute et effrayée d'une manière qu'elle n'avait jamais vue, et il disait son nom, son vrai nom, pas le titre qu'il utilisait comme une barrière entre eux, et même à travers la douleur et la peur, elle reconnut que quelque chose de fondamental avait changé à ce moment-là, que le masque qu'il portait s'était fissuré et avait révélé quelque chose de désespéré en dessous. Elle essaya de s'accrocher à cette image, à cet éclair d'émotion authentique, mais la fièvre la tira de nouveau vers le bas, dans des fragments confus de mémoire et de sensations, et elle sentit un mouvement, sentit qu'on la portait, et la voix d'Adrian lui parvint à travers la brume, lui disant de rester avec lui, et elle voulait lui dire qu'elle essayait, qu'elle ne voulait pas glisser dans l'obscurité, mais sa langue ne pouvait former de mots, et elle ne pouvait que dériver, ne pouvant que faire surface occasionnellement dans de brefs moments de clarté douloureuse, où elle voyait la canopée des feuilles d'automne au-dessus d'elle, et sentait le rythme des pas, et comprenait vaguement qu'il la portait, qu'il ne s'était pas arrêté ou ne l'avait pas posée, et la détermination dans sa voix quand il lui parlait était comme une corde à laquelle elle pouvait se tenir, qu'elle pouvait utiliser pour se tirer du bord du gouffre. Dans l'un de ces moments de lucidité, lorsque la douleur s'aiguisa suffisamment pour percer le brouillard de la fièvre, elle réussit à ouvrir les yeux et vit son visage au-dessus d'elle, vit les rides d'épuisement profondément creusées autour de sa bouche, vit la concentration féroce dans ses yeux, et elle comprit d'une manière ou d'une autre qu'il marchait depuis très longtemps, que ses bras devaient crier sous le fardeau de son poids, mais il n'avait pas faibli, ne faiblirait pas, et la connaissance de cela brisa quelque chose en elle qui n'avait rien à voir avec la blessure par balle, et elle murmura à travers des lèvres gercées les seuls mots qu'elle put trouver. « N'arrête pas », bien qu'elle ne fût pas entièrement certaine de ce qu'elle voulait dire par là, si elle parlait de la marche ou de quelque chose de plus grand, quelque chose à propos de la chose fragile qui semblait se construire entre eux dans ce voyage désespéré. Puis l'obscurité la tira de nouveau vers le bas, mais cette fois, cela semblait moins effrayant, parce que ses bras étaient toujours autour d'elle, et sa voix appelait toujours son nom, comme une ancre dans la tempête. La nuit était tombée avec l'inévitabilité tranquille d'un rideau descendant sur une tragédie, et Adrian marchait depuis peut-être 6 heures, bien qu'il ne puisse plus être certain du temps, de la distance ou de quoi que ce soit au-delà du poids dans ses bras et de l'agonie brûlante qui s'était propagée dans chaque muscle de son corps, et ses jambes tremblaient à chaque pas, menaçant de céder sous lui,
son dos hurlant d'une douleur qui irradiait le long de sa colonne vertébrale et à travers ses épaules jusqu'à ce qu'il ne puisse plus distinguer une source de tourment d'une autre, et la respiration d'Éléanore était devenue faible et rapide, un terrible son de chuchotement qui le remplissait d'une peur plus absolue que tout ce qu'il avait connu. Et la route devant lui s'étendait dans une obscurité si complète qu'il pouvait à peine distinguer le chemin de la forêt de chaque côté, et 2 fois il trébucha sur des ornières invisibles dans la terre battue, manquant de tomber, se rattrapant au dernier moment avec une secousse qui envoya de nouvelles vagues de douleur à travers son corps épuisé et fit gémir doucement Éléanore contre sa poitrine, et il réalisa, avec un désespoir croissant, qu'il était perdu, que dans l'obscurité, il aurait pu manquer un tournant ou s'éloigner entièrement de la route principale, qu'il pourrait la porter plus profondément dans la nature sauvage plutôt que vers le salut. Il trébucha de nouveau, plus sévèrement cette fois, et son genou heurta durement le sol avant qu'il ne puisse se retenir, et l'impact secoua Éléanore dans ses bras, et il entendit son souffle se couper d'une manière qui suggérait la douleur, et pendant un long moment, il resta agenouillé là, dans la route sombre, la berçant contre lui, tout son corps tremblant d'épuisement et de peur. Et la tentation de simplement rester là, de se reposer, de se rendre à la fatigue écrasante, le submergea avec la force d'un coup physique, et il baissa les yeux sur le visage d'Éléanore à la pâle lumière de la lune qui filtrait à travers les nuages, vit à quel point elle était devenue blanche, à quel point elle était immobile à l'exception de ses terribles respirations superficielles, et il pensa avec une clarté soudaine qu'elle pourrait mourir ici, pourrait mourir dans ses bras sur cette route sombre, et que ce serait sa faute, sa responsabilité, la conséquence finale de ses calculs froids et de son mépris insensible. Et le désespoir de cela était un poids plus grand que son corps, était un fardeau écrasant qui rendait la respiration difficile et la pensée impossible. Mais alors, agenouillé là dans l'obscurité avec sa femme mourante dans ses bras, Adrian réalisa quelque chose qui trancha à travers l'épuisement et la peur avec une clarté absolue. Il ne pouvait pas la perdre, n'accepterait pas un monde dans lequel Éléanore n'existait pas. Et cette réalisation n'avait rien à voir avec les navires ou les fortunes ou les préoccupations pratiques qui avaient gouverné toute sa vie. Et il comprit à ce moment de terrible honnêteté que quelque part pendant ces semaines tranquilles à Ravensmoor Hall, pendant ces dîners où elle s'asseyait en face de lui dans un silence patient, pendant ces matins où il la croisait dans les couloirs et où elle offrait de petits sourires timides qu'il ne rendait jamais, quelque part dans tous ces moments qu'il n'avait pas remarqués ou valorisés, elle était devenue essentielle, était devenue la seule chose réelle dans son monde soigneusement construit de registres, de contrats et d'ambitions froides, et la pensée de retourner à Ravensmoor Hall sans elle, de s'asseoir seul à cette longue table, de marcher dans des pièces qui résonneraient de son absence, était insupportable, était impossible, était un avenir qu'il n'accepterait pas. Il se leva lentement, ses jambes tremblant si fort qu'il se demanda si elle le soutiendrait, et il ajusta sa prise sur la forme inerte d'Éléanore, sentit son sang encore chaud contre sa poitrine, et il se remit à marcher, un pied devant l'autre, avançant parce que l'alternative était impensable, et il commença à lui parler en marchant, sa voix rauque et brute mais stable, et il lui parla de Ravensmoor Hall au printemps. Quand les jardins fleurissent de roses et de lilas, et que l'air se remplit de leurs parfums, et il promit de lui montrer ces jardins, de marcher avec elle à travers eux et d'apprendre les noms de chaque fleur, et il lui parla de la bibliothèque où la lumière du soleil filtre à travers de hautes fenêtres le matin et crée des motifs sur le sol, et il promit de lui lire là, de partager les livres qu'il aimait, et il parla de l'avenir comme si le prononcer à voix haute pouvait le rendre réel, pouvait la maintenir attachée à la vie, et ses pieds continuaient d'avancer dans l'obscurité, continuaient de la porter, parce que l'amour, découvrit-il,
n'était pas l'émotion douce que les poètes décrivaient, mais plutôt cette détermination féroce et désespérée, ce refus de se rendre, cette volonté de marcher jusqu'à ce que son corps cède complètement, si cela signifiait même la plus petite chance de la sauver. L'aube se leva sur l'horizon avec la lumière pâle et hésitante du début de l'automne, peignant le ciel de nuances de gris et d'or, et Adrian avait marché toute la nuit, son corps se déplaçant maintenant sur quelque chose au-delà de la force physique, sur une réserve de pure volonté qu'il ne savait pas posséder. Et chaque pas était une agonie, ses jambes n'étant plus tremblantes, mais plutôt engourdies et distantes, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre, ses bras verrouillés autour de la forme immobile d'Éléanore, dans une prise qu'il n'aurait pas pu relâcher, même s'il l'avait voulu, et son esprit s'était réduit à un seul point de concentration, un seul besoin impérieux d'atteindre de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Et puis, à travers la brume matinale, il les vit, des lumières au loin, la lueur chaude des lanternes et des feux de cheminée qui ne pouvaient signifier qu'une habitation, le village qu'il avait traversé il y a une éternité, quand Éléanore était assise à côté de lui dans le carrosse, et que le monde était ordinaire et compréhensible, et l'espoir l'envahit avec une telle force que c'en était presque douloureux, que cela lui amena les larmes aux yeux et une force nouvelle à son corps épuisé, et il avança en titubant plus vite, sa démarche inégale et désespérée, couvrant le dernier demi-mille avec une détermination sans faille, et Éléanore bougea dans ses bras pour la première fois depuis des heures, ses paupières s'ouvrant en flottant, ses yeux flous mais conscients. Et elle leva les yeux vers son visage avec une expression d'un tel égarement, d'une telle incrédulité, qu'il faillit sangloter de soulagement en la voyant consciente, en la voyant vivante, et ses lèvres bougèrent, et il pencha la tête pour l'entendre murmurer, sa voix à peine audible, « Vous m'avez porté ». Et il y avait de l'émerveillement dans ces trois mots, de l'émerveillement et quelque chose d'autre qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Et il trouva sa propre voix, bien qu'elle sortît rauque et brisée de sa gorge. « 20 miles », répondit-il, et les mots semblaient inadéquats pour capturer ce que ces miles avaient contenu, la peur, le désespoir et la révélation. Mais il s'entendit alors continuer, la vérité émergeant sans y être invitée, « Je vous aurais porté 1000 miles ». Et les mots le surprirent même lui par leur sincérité absolue, par la profondeur du sentiment qu'ils révélaient, des sentiments qu'il ne savait pas posséder jusqu'à ce moment, et les yeux d'Éléanore s'emplirent de larmes, bien qu'il ne pût dire si c'était de douleur ou d'émotion, et elle ne dit rien de plus, mais sa main bougea faiblement contre sa poitrine, et il comprit cela comme une reconnaissance, une acceptation, comme peut-être le premier début fragile de quelque chose qui pourrait un jour devenir le pardon. Il atteignit les premières maisons du village au lever du jour, le soleil couronnant les collines et inondant la rue de lumière dorée, et il reconnut la maison du médecin de son passage précédent, un cottage soigné avec un panneau peint suspendu au-dessus de la porte, et il monta les marches en titubant et frappa à cette porte avec son épaule, parce qu'il ne pouvait pas lâcher Éléanore, frappa encore et encore avec un désespoir croissant jusqu'à ce que finalement la porte s'ouvre et que le médecin se tienne là en chemise de nuit, un homme âgé aux yeux bienveillants qui s'écarquillèrent en voyant la scène devant lui, le noble couvert de sang tenant sa femme mourante, et le médecin ne posa aucune question, mais s'écarta simplement et leur fit signe d'entrer avec une efficacité urgente, appelant sa gouvernante, dégageant la table de son cabinet d'un revers de main, et Adrian porta Éléanore jusqu'à cette table et l'y déposa avec une infinie précaution, et au moment où son poids quitta ses bras, il sentit le monde basculer et tourner, sentit ses jambes finalement céder sous lui, se sentit tomber. Et la dernière chose qu'il vit avant que l'obscurité ne le réclame fut le visage pâle d'Éléanore, et le médecin se penchant sur elle avec des mains compétentes. Et puis, il n'y eut plus rien, absolument rien, seulement le velours noir de l'inconscience dans lequel il se rendit avec gratitude, son corps et son esprit relâchant enfin leur fardeau, maintenant qu'elle était en sécurité,
maintenant qu'il avait accompli sa promesse désespérée de la ramener à la maison. Adrian se réveilla dans la faible lumière de l'après-midi, filtrant à travers des rideaux de dentelle, son corps affalé dans un fauteuil inconnu, dans ce qu'il reconnut lentement comme le salon du médecin, et pendant un instant, il ne put comprendre où il était, ni comment il était arrivé là. Puis le souvenir le submergea avec la force d'un coup physique, Eleanor saignant dans ses bras, la marche sans fin dans l'obscurité, les coups désespérés sur la porte du médecin, et il se redressa avec une telle violence que la douleur traversa chaque muscle, son dos se bloquant, ses jambes se crispant, mais il ignora tout cela et se dirigea en titubant vers le son de voix basse provenant de la pièce voisine, et il poussa la porte pour trouver le médecin se lavant les mains dans une bassine, tandis qu'Eleanor était allongée sur un lit étroit, si pâle et immobile que le cœur d'Adrian s'arrêta jusqu'à ce qu'il voie la douce montée et descente de sa poitrine sous les bandages blancs et propres qui enveloppaient son torse. Et le médecin se tourna vers lui avec une expression grave et expliqua d'un ton calme et professionnel qu'il avait retiré la balle et suturé la blessure, qu'elle avait perdu beaucoup de sang, mais que la balle avait manqué les organes vitaux d'à peine un pouce, qu'elle était vivante mais faible et luttait contre la fièvre, que les prochains jours seraient critiques. Et Adrian entendit les mots d'une grande distance comme sous l'eau, n'entendant que le fait qu'elle vivait, qu'il y avait de l'espoir. Et il se dirigea vers son chevet, s'affaissa sur la chaise qui s'y trouvait, et prit sa main dans les siennes. Et le médecin dit quelque chose sur le repos, sur le fait qu'Adrian devait récupérer ses propres forces. Mais Adrian secoua la tête, et dit avec une finalité absolue qu'il ne la quitterait pas, ne bougerait pas de cet endroit. Et le médecin l'étudia un long moment, puis hocha simplement la tête et les laissa seuls. Les jours qui suivirent se fondirent en une veillée continue, le temps mesuré non en heures, mais au rythme de la respiration d'Eleanor, dans la chaleur de la fièvre qui montait et descendait sous son toucher. Et Adrian s'assit à côté de son lit, lui tenant la main, dormant par courtes périodes dans le fauteuil lorsque l'épuisement le submergeait, se réveillant en sursaut chaque fois qu'elle bougeait ou criait, et le médecin lui apporta de la nourriture qu'il mangea machinalement sans la goûter, lui apporta des vêtements propres qu'il remarqua à peine, et une fois le médecin commenta avec une sorte d'émerveillement qu'il n'avait jamais vu un mari si dévoué. Et les mots frappèrent étrangement Adrian, car il réalisa qu'il était en effet devenu quelque chose qu'il n'avait jamais été auparavant. Un véritable mari, un homme dont le monde se contractait à la mesure de la souffrance d'une personne, dont les prières s'élevaient spontanément vers un Dieu qu'il avait ignoré pendant des années, dont les mains apprenaient les gestes tendres du soin en rafraîchissant la fièvre d'Eleanor avec des linges humides et en lui lisant des livres de la petite collection du médecin lorsqu'elle devenait agitée dans son délire, sa voix rauque mais stable, lisant de la poésie, les écritures et tout ce qui lui tombait sous la main, et il lui parlait constamment, lui parlant de Ravensmoor Hall et des changements qu'il ferait, des jardins qu'ils restaureraient ensemble, de la vie qu'ils construiraient, parlant comme si ces mots pouvaient l'ancrer à ce monde, pouvaient l'empêcher de glisser dans l'obscurité qui semblait toujours planer aux abords de la chambre de malade. Le troisième jour, sa fièvre tomba, et Adrian se réveilla d'un sommeil agité pour trouver ses yeux ouverts, vraiment ouverts pour la première fois depuis l'attaque, clairs et conscients, plutôt que voilés par la douleur et le délire. Et elle le regarda avec une expression d'un tel émerveillement, observant son apparence débraillée, son visage mal rasé, la chemise tachée de sang qu'il portait encore parce qu'il avait refusé de la quitter assez longtemps pour se changer correctement, et elle murmura, sa voix faible mais distincte, « Vous êtes resté », et il y avait une question dans ces mots, une incrédulité qu'il soit resté alors qu'il aurait pu la laisser aux soins du médecin et retourner à ses affaires importantes, et Adrian sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, une dernière barrière d'orgueil ou d'autoprotection s'effondrant,
et il porta sa main à ses lèvres et répondit avec une vérité absolue. Toujours. Eleanor se rétablit lentement au cours des jours suivants, son corps guérissant avec la résilience de la jeunesse, mais ses forces revenant par paliers progressifs, et Adrian ne retourna jamais au fauteuil séparé que le médecin lui offrait dans son salon, ne quitta jamais son chevet, sauf pour les nécessités les plus brèves, et à mesure que le danger aigu passait et qu'Eleanor pouvait rester éveillée plus longtemps, ils commencèrent, timidement et avec la maladresse d'étrangers apprenant une nouvelle langue, à parler vraiment, non pas les échanges superficiels de leur mariage jusqu'à présent, mais une vraie conversation. Et ce fut Eleanor qui brisa la première le silence, sa voix encore faible, mais son regard direct alors qu'elle posait la question qui se trouvait entre eux comme un gouffre. « Pourquoi m'avez-vous épousé, Adrian ?» Et elle utilisa son prénom pour la première fois. « Je veux vous l'entendre dire. » Et il aurait pu dissimuler, aurait pu offrir des mensonges confortables, mais quelque chose dans ses yeux exigeait la vérité. Et il la lui donna donc, sa voix calme mais stable, alors qu'il expliquait qu'il avait eu besoin des navires, de la fortune, que son domaine s'effondrait malgré le grand titre, qu'il était à quelques semaines de la ruine quand il avait appris la mort de son père et l'empire maritime qui reviendrait à sa fille, et il observa son visage pendant qu'il parlait, n'y voyant aucune surprise, seulement une sorte de triste reconnaissance, puis il dit quelque chose qu'il n'avait pas prévu, des mots qui émergèrent d'un profond lieu de nouvelle honnêteté. « Mais j'ai eu tort de vous traiter comme une transaction, Eleanor. J'ai eu tort de ne voir que ce que vous pouviez fournir, plutôt que qui vous êtes. » Et elle resta silencieuse un long moment, avant de demander, sa voix plus douce maintenant. « Qui êtes-vous, alors, Adrian Blackwell ?» Et il se retrouva à parler de choses qu'il n'avait jamais partagées avec personne. De son enfance dans les couloirs froids de Ravensmoor, avec un père qui mesurait la valeur en registre et en pouvoir, d'attentes impossibles et du durcissement progressif de son cœur, alors qu'il apprenait que les émotions étaient des faiblesses à exciser, que l'affection était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Et Eleanor écouta sans interruption, et quand il eut fini, elle commença à parler, d'abord avec hésitation, puis avec une force croissante, de son père et du chagrin dévorant de l'avoir perdu, de la solitude qui avait rempli sa vie même avant leur mariage, de l'entreprise maritime que son père avait aimée et lui avait enseignée, la traitant comme le fils qu'il n'avait jamais eu. Et pendant qu'elle parlait, Adrian réalisa à quel point il avait profondément manqué de la voir, à quel point il avait partagé une maison avec cette femme remarquable et l'avait traitée comme si elle était invisible, et leur conversation se poursuivit tout l'après-midi, le médecin leur apportant du thé qui refroidit pendant qu'ils parlaient, et à un moment donné, leurs mains se trouvèrent sur la couverture, leurs doigts s'entremêlant avec un naturel qui les surprit tous les deux, et aucun ne se retira, et les murs qui s'étaient dressés entre eux commencèrent à s'effriter, brique par brique, vérité par vérité, jusqu'à ce que l'espace entre eux ressemble moins à un gouffre qu'à un pont qu'ils construisaient ensemble, mot par mot prudent. Alors qu'Eleanor reprenait des forces au cours de la semaine suivante, capable de s'asseoir sans vertige et de faire de brèves promenades dans le petit jardin du médecin avec le bras d'Adrian pour la soutenir, Adrian se sentit saisi par une compulsion à laquelle il ne pouvait résister, un besoin de dire des vérités qu'il avait passé une vie à cacher, et un après-midi, alors qu'elle était assise dans le fauteuil près de la fenêtre, la lumière du soleil illuminant son visage, encore pâle mais reprenant des couleurs chaque jour, il approcha un tabouret d'elle et dit doucement « Eleanor, il y a plus que je dois vous dire. » Et elle se tourna vers lui, avec ses yeux clairs, qui semblaient voir à travers toutes ses défenses soigneusement construites, et il lui raconta tout, ne retenant rien maintenant, l'étendue complète des dettes qui s'étaient accumulées sous la négligence de son père et sa propre mauvaise gestion orgueilleuse, le désespoir qui l'avait poussé à chercher un mariage de convenance,
la manière calculée dont il l'avait poursuivi après avoir appris la mort de son père, comment il avait examiné les manifestes d'expédition et les accords commerciaux avant même de regarder son portrait, comment il s'était tenu à côté d'elle à l'hôtel en ne pensant qu'à la solvabilité et à l'expansion et sans jamais considérer la femme dont il liait la vie à la sienne, et sa voix devint rauque de honte en parlant, mais il se força à continuer parce qu'elle méritait cette honnêteté, méritait de connaître toute la mesure de sa froideur, puis il lui dit autre chose. Quelque chose qu'il avait découvert pendant ces terribles heures à la portée dans l'obscurité. Mais quelque part sur ce chemin, Éléanore, quelque part dans ces miles, j'ai compris que rien de tout cela n'avait d'importance, ni les navires, ni la fortune, ni l'empire que je pensais construire. Parce que la seule chose à laquelle je pouvais penser, la seule pensée dans mon esprit, au-delà de mettre un pied devant l'autre, c'était que je ne pouvais pas vous perdre, que vous étiez devenu plus essentiel pour moi que le souffle, et je ne sais pas quand c'est arrivé, si c'est un moment que je n'ai pas remarqué, ou une accumulation progressive de votre présence silencieuse remplissant des espaces en moi que je ne savais pas vides, mais je renoncerais à tout, chaque navire, chaque contrat, chaque livre. Si cela signifiait vous garder en sécurité, et il vit des larmes s'accumuler dans ses yeux, bien qu'elle ne détournât pas le regard. Et après un long moment, elle demanda, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, « Que se passe-t-il maintenant, Adrian? Attendez-vous ma gratitude pour cette confession, mon pardon pour la froideur qui l'a précédée ?» Et il secoua rapidement la tête et dit, « Je n'attends rien, Éléanore, j'ai perdu tout droit à des attentes. » Puis il prit une profonde inspiration et dit ce qui l'effrayait le plus. « Mais je demande, si vous pouvez le trouver en vous, une chance, non pas de revenir à ce que nous étions, car ce n'était rien, un arrangement creux qui ne profitait qu'à moi, mais de recommencer, de vous connaître vraiment, de construire quelque chose de réel à partir de cette fondation brisée. Et si vous ne pouvez pas, si la blessure est trop profonde, alors je l'accepterai, mais je devais demander, devais dire cette vérité. » Et Éléanore resta silencieuse pendant un long moment, son regard passant de son visage au jardin, au-delà de la fenêtre, où les fleurs de printemps commençaient tout juste à éclore, et quand elle le regarda enfin, il y avait dans son expression quelque chose qui n'était ni pardon ni rejet, mais plutôt une sorte de possibilité prudente, et elle dit doucement, « J'ai besoin de réfléchir, Adrian. Vous m'avez donné beaucoup à considérer. » Et il hocha la tête et se leva pour partir, pour lui donner l'espace dont elle avait besoin. Mais alors qu'il atteignait la porte, elle prononça son nom, et quand il se tourna, elle le regardait avec une intensité qui fit bégayer son cœur. Et elle dit, « Mais je suis contente que vous soyez resté, contente que vous m'ayez dit ces choses. C'est plus que ce que vous m'avez donné pendant toutes les semaines précédentes. » Et il soutint son regard et répondit, « C'est moins que ce que vous méritez, mais c'est tout ce que j'ai. » Et il la laissa là, dans la lumière du soleil, le cœur suspendu entre l'espoir et le désespoir, attendant son choix. Éléanore resta seule dans la petite pièce que le médecin lui avait donnée après le départ d'Adrian, la lumière de l'après-midi se déplaçant sur les planchers usés, alors qu'elle retournait ses paroles encore et encore dans son esprit, comme des pierres polies par l'eau. Et elle reconnut qu'elle se trouvait à un carrefour où le choix qu'elle ferait déterminerait non seulement la forme de son mariage, mais aussi toute la trajectoire de sa vie. Et elle pourrait, si elle le souhaitait, s'accrocher à sa blessure comme à un bouclier, maintenir la distance qui avait caractérisé leur union depuis le début, retourner à Ravensmoor Hall et vivre comme des étrangers polis partageant un nom et rien de plus. Et il y aurait une certaine sécurité dans ce choix, une protection contre de nouvelles déceptions, contre la vulnérabilité qui accompagne le fait de permettre à quelqu'un d'avoir de l'importance, et une partie d'elle, la partie qui avait appris la prudence à travers le deuil et la solitude, conseillait exactement cette voie,
murmurait que sa confession ne changeait rien de fondamental. Qu'un homme qui l'avait épousée pour des navires et une fortune essayait simplement de sauver un mauvais investissement, mais même alors que ses pensées se formaient, elle savait que c'était des mensonges qu'elle se racontait parce que la peur était plus facile que le courage, et elle pensa plutôt à ce moment où elle s'était réveillée dans cette même pièce pour le trouver à son chevet, débraillé et épuisé, et portant encore son sang sur ses vêtements, et elle réalisa, avec une clarté surprenante, qu'il aurait pu la laisser ici, avec le médecin, et retourner à ses affaires, aurait pu s'assurer qu'elle recevait des soins appropriés, tout en maintenant la distance confortable qu'il préférait. Mais il était resté, avait veillé à ses côtés pendant des jours, et avant cela, il l'avait portée sur 20 miles dans l'obscurité, avait choisi sa vie plutôt que la fortune qu'elle représentait, plutôt que les considérations pratiques qui avaient régi chaque décision qu'il prenait, et elle se souvint d'avoir fait brièvement surface pendant cette terrible marche, se souvint d'avoir vu son visage au-dessus d'elle avec une expression d'une détermination si désespérée qu'elle avait percé même sa confusion fiévreuse, se souvint de sa voix dans l'obscurité lui disant de rester avec lui, et elle comprit que ce qui avait commencé entre eux pendant ces heures était réel, était peut-être la première chose réelle de toute leur connaissance. Et oui, il l'avait épousée pour les navires de son père, l'avait traitée avec une indifférence froide, n'avait pas réussi à la voir comme autre chose qu'un moyen pour une fin, et ces vérités faisaient mal, feraient toujours mal dans un endroit tendre au fond d'elle, mais elle reconnut aussi la vérité dans sa confession, l'entendit dans l'honnêteté brute de sa voix quand il lui dit qu'il renoncerait à tout pour la garder en sécurité. Et elle pensa à son père, qui lui avait appris la navigation, les vents alizés et la lecture des étoiles, mais qui lui avait aussi appris que le plus grand courage n'était pas d'éviter les tempêtes, mais de choisir de naviguer à travers elles, et elle réalisa qu'elle pouvait choisir différemment, pouvait prendre le risque de croire que quelque chose de réel pourrait naître même du début le plus froid, que deux personnes qui avaient commencé comme des étrangers liés par contrat pourraient devenir quelque chose de plus si elles avaient le courage d'être vulnérables, de construire brique par brique prudente quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu mais dont ils avaient tous deux besoin, et alors que le soleil baissait dans le ciel et que la pièce se remplissait de lumière dorée, elle sentit la décision se cristalliser en elle comme de la glace devenant de l'eau, la peur devenant possibilité, et elle sut ce qu'elle dirait à son retour. 2 semaines plus tard, lorsque le médecin déclara finalement Éléanore assez forte pour voyager à condition qu'il fasse le trajet lentement et s'arrête fréquemment pour se reposer, Adrian arrangea le carrosse le mieux suspendu qu'il put louer dans le village et le garnit de tous les coussins et couvertures que l'aubergiste pouvait fournir, et alors qu'il aidait Éléanore à monter dans le carrosse ce matin-là, sa main soutenant son coude avec une infinie précaution, elle remarqua à quel point ce départ était différent de ce terrible jour où ils étaient partis pour Portsmouth. Et en effet, tout le voyage de retour à Ravensmoor Hall ne ressemblait en rien au voyage aller. Là où il y avait eu le silence rompu seulement par le cliquetis des roues et l'observation sèche occasionnelle sur les points de repère, il y avait maintenant une conversation qui coulait facilement entre eux, hésitante au début, mais devenant plus naturelle à chaque mile. Et Adrian insista pour qu'il voyage lentement, s'arrêtant toutes les quelques heures pour qu'Éléanore puisse marcher un peu et se reposer correctement. Et il la surveillait constamment, avec une attention à la fois touchante et légèrement amusante, lui demandant si elle était à l'aise, si elle avait besoin de plus de coussins, si les secousses lui faisaient mal à la blessure, jusqu'à ce qu'elle rie enfin et dise « Adrian, je ne suis pas faite de verre, je ne vais pas me briser. » Mais il y avait de la chaleur dans sa voix qui enlevait toute pointe aux mots, et il sourit, ce rare sourire sincère qu'elle commençait à voir plus souvent, et dit « Pardonnez-moi, je trouve que je ne peux pas m'en empêcher. » Et ils parlèrent alors de tout ce dont ils n'avaient jamais discuté pendant ces mois froids à Ravensmoor Hall. Elle lui parla des affaires de son père, des soirées passées dans son bureau
à apprendre les routes commerciales, les manifestes et la danse complexe de l'offre et de la demande à travers les mers. Et Adrian écouta avec une intensité totalement différente de son efficacité dédaigneuse précédente. Et il lui demanda son avis sur les décisions auxquelles il était confronté, sur les contrats qu'il envisageait, et Éléanore se retrouva à partager des idées que son père avait discutées avec elle avant sa mort, des innovations dans la gestion des cargaisons et de nouvelles routes qui pourraient s'avérer rentables. Et l'étonnement d'Adrian était évident lorsqu'il dit « Vous avez l'esprit pour cela, Éléanore. Votre père vous a bien enseigné. » Et il y avait dans sa voix un respect qui la réchauffa plus que n'importe quel feu, et il lui parla de ses voyages avant la mort de son père, des ports qu'il avait visités, et de la vaste complexité du commerce maritime, et elle l'interrogea sur son enfance, et il parla plus ouvertement qu'il ne l'avait jamais fait du domaine froid, où les émotions étaient interdites et la faiblesse punie, et elle commença à comprendre l'armure qu'il avait construite autour de lui, et lorsqu'ils atteignirent l'auberge où ils s'étaient arrêtés auparavant, cet endroit où l'aubergiste avait mis en garde contre les bandits et où Adrian avait réservé des chambres séparées sans consultation, il se tourna vers elle alors que le carrosse s'arrêtait et demanda doucement « Éléanore, voudriez-vous, c'est-à-dire, je pourrais réserver à nouveau des chambres séparées, si vous préférez, mais j'ai pensé que peut-être… » Et elle comprit ce qu'il demandait, cet homme qui apprenait la vulnérabilité pas à pas douloureusement, et elle dit gentiment « J'aimerais partager une chambre, si l'offre est sincère. » Et le soulagement sur son visage fut une réponse suffisante, et cette nuit-là, ils s'allongèrent dans des lits séparés à la faible lueur du feu, et parlèrent dans l'obscurité de la poésie qu'elle aimait, des endroits qu'il espérait lui montrer un jour, et de petits rêves qu'il n'avait jamais partagés avec personne. Et sa voix dans l'obscurité était intime d'une manière qui n'avait rien à voir avec la proximité physique, et tout à voir avec les murs qui tombaient enfin. Et quand elle s'endormit enfin, elle l'entendit murmurer « Bonne nuit, Éléanore », avec une telle tendresse qu'elle l'emporta dans ses rêves, et elle comprit que ce qu'il construisait maintenant était plus intime que ce que beaucoup de mariages atteignent jamais. Cette architecture soignée de confiance et de connaissances authentiques, brique par brique patiente. Le carrosse franchit les grilles de fer de Ravensmoor Hall en fin d'après-midi. Et alors qu'Éléanore levait les yeux vers l'imposante façade de pierre qui lui avait semblé si froide et menaçante à son arrivée en tant que mariée, elle constata que tout semblait différent maintenant, adouci en quelque sorte par la transformation qui s'était produite, non pas dans la maison elle-même, mais chez les deux personnes qui y retournaient, et Adrian l'aida à descendre du carrosse avec une attention si soignée que madame Henshaw, l'intendante qui s'était précipitée pour les accueillir, resta figée de surprise devant la tendre sollicitude du duc, et dans les jours qui suivirent, Adrian entreprit des changements qui annoncèrent à toute la maisonnée que quelque chose de fondamental avait changé. Il commanda un portrait d'Éléanore pour l'accrocher dans le hall principal, où les visiteurs le verraient immédiatement en entrant. Et il récupéra personnellement le portrait de son père de la pièce de rangement où il avait langui et le plaça dans la bibliothèque en position d'honneur à côté des cartes maritimes. Et quand Éléanore découvrit cela, elle sentit des larmes lui piquer les yeux face à la reconnaissance implicite dans ce geste. Et Adrian fit déverrouiller la porte communicante entre leurs chambres et la laissa ouverte. Et cette première nuit de retour, il dit doucement « Le choix vous appartient, Éléanore, toujours à vous. » Et elle regarda cette porte ouverte et comprit qu'il offrait non seulement la proximité physique, mais aussi la vulnérabilité de la laisser entrer dans tous les aspects de sa vie. Et elle la franchit sans hésitation, et le trouva assis près de son feu, et ils parlèrent jusqu'à ce que les bougies s'éteignent. Et elle s'endormit dans le fauteuil à côté de lui, son manteau drapé sur ses épaules, et ils commencèrent à établir de nouveaux rythmes qui ne ressemblaient en rien à ces froides premières semaines. Ils prenaient le petit déjeuner ensemble dans la salle du matin où la lumière du soleil filtrait à travers de hautes fenêtres,
et Adrian lui demandait son avis sur les affaires du jour, et écoutait attentivement ses suggestions tirées des enseignements de son père, et il marchait dans les jardins, même si l'automne s'approfondissait vers l'hiver, et il lui demandait son opinion sur tout, des préoccupations des locataires aux opportunités d'investissement. Et Éléanore se retrouva progressivement à jouer un rôle dans l'entreprise maritime que son père avait construite. Et Adrian non seulement accueillit sa participation, mais rechercha activement ses conseils, l'incluant dans les réunions avec son intendant et ses avoués. Et les hommes qui avaient d'abord été sceptiques reconnurent bientôt que la nouvelle duchesse avait un esprit aussi vif que n'importe quel homme d'affaires. Et les serviteurs chuchotaient entre eux sur le changement de leur maître, comment les rides sévères autour de sa bouche s'étaient adoucies, comment il souriait maintenant, comment ses yeux suivaient la duchesse avec une expression que l'on ne pouvait qualifier que de tendre. Et des mois passèrent de cette manière, les arbres nus de l'hiver cédant la place aux premières pousses vertes du printemps. Et un soir, Éléanore apporta du thé au bureau d'Adrian, où il examinait des manifestes d'expédition. Et il leva les yeux avec un plaisir si sincère à son arrivée que son cœur se contracta de douceur, et il la tira doucement sur ses genoux, une intimité qui aurait été impensable dans ses premiers jours, et elle s'installa contre lui avec un confort facile, alors qu'ils examinaient les documents ensemble, sa tête reposant sur son épaule, et elle pensa au long chemin qu'ils avaient parcouru depuis ce froid jour de mariage, comment un mariage qui avait commencé comme une pure transaction s'était transformé en quelque chose de réel et de précieux, et entièrement à eux, construit brique par brique patiente à partir des ruines d'un arrangement sans amour, en quelque chose qui ressemblait, enfin, à un foyer. 3 années avaient passé depuis ce terrible jour sur la route de Portsmouth. 3 années depuis que le sang avait imbibé les feuilles d'automne et qu'un homme désespéré avait porté sa femme mourante à travers 20 miles d'obscurité. Et maintenant, en cette fin d'après-midi de printemps, Éléanore se tenait dans les jardins de Ravensmore Hall, observant leur fille, la petite Catherine, qui venait de dépasser son 2e anniversaire, trottiner parmi les rosiers avec cette détermination concentrée particulière que les jeunes enfants apportent à leurs explorations, et le rire d'Éléanore retentit, clair et brillant, lorsque Catherine découvrit un papillon et tenta de l'attraper dans ses mains potelées, et depuis la terrasse au-dessus, Adrian se tenait avec une lettre oubliée dans les mains. Une missive de son avoué l'informant que la compagnie maritime avait doublé ses bénéfices sous leur gestion conjointe et que le nom de Ravensmoor était désormais synonyme d'excellence maritime. Mais ses yeux n'étaient pas sur la lettre mais sur sa femme, sur la façon dont la lumière du soleil se prenait dans ses cheveux sombres, maintenant portés plus lâches que la mode ne le dictait, sur la grâce de ses mouvements, alors qu'elle se penchait pour ramasser leur fille. Et quelque chose dans sa poitrine se dilata d'un contentement si profond qu'il le surprenait encore parfois. Cet homme qui s'était autrefois cru incapable d'un tel sentiment. Et Éléanore leva les yeux comme si elle sentait son regard, et leurs yeux se croisèrent à travers le jardin, et elle sourit d'un bonheur si profond qu'il se retrouva à descendre les marches de la terrasse sans y penser, attiré par elle comme il l'avait été chaque jour depuis qu'il avait porté son corps ensanglanté et découvert ce qui comptait vraiment. Et Catherine poussa un cri de joie à l'approche de son père et tendit ses petits bras impérieusement. Et Adrian la souleva avec l'assurance facile d'un homme qui avait appris que montrer de l'amour n'était pas une faiblesse, mais la plus grande force. Et il prit la main d'Éléanore avec sa main libre, et ils marchèrent ensemble à travers les jardins qui avaient autrefois semblé si froids et formels, mais qu'Éléanore avait transformés en quelque chose de chaleureux et de vivant. Plantant des fleurs que son père avait aimées et créant des espaces où leur fille pouvait jouer, et Éléanore posa sa tête contre l'épaule d'Adrian en marchant, et parfois, comme maintenant, lorsque le temps changeait ou qu'elle bougeait de certaines manières. La cicatrice sur son côté lui faisait mal d'un rappel sourd et persistant, mais elle constata que cela ne la dérangeait pas,
car cela marquait le moment où tout avait changé, où un mariage de transactions froides avait été consumé dans le sang et le désespoir, et où un homme avait découvert qu'il ne pouvait supporter de perdre ce qu'il n'avait jamais valorisé. Et Adrian sentit sa légère grimace, et immédiatement son bras se resserra autour d'elle, et il demanda doucement « La cicatrice ?» Et elle hocha la tête, et il lui baisa la tempe avec une tendresse infinie, et dit ce qu'il disait à chaque fois. « Je suis désolé que vous portiez cette marque. » Et elle répondit comme elle le faisait toujours. « Je ne le suis pas. Elle me rappelle la nuit où vous m'avez porté, le moment où vous êtes devenu vraiment mon mari. » Et Catherine, nichée entre eux, tendit la main pour tapoter le visage de sa mère avec des doigts collants et déclara « Maman contente », avec la certitude d'un enfant qui n'a jamais connu que l'amour. Et Adrian regarda la maison derrière eux, Ravensmoor Hall, brillant de chaleur dans la lumière dorée de l'après-midi, ses fenêtres ouvertes pour laisser entrer les brises printanières, ses pièces remplies maintenant de rire, de vie et de tout le beau chaos désordonné d'une famille. Et il pensa à la façon dont il s'était tenu sur ces mêmes marches de la terrasse 3 ans plus tôt et avait regardé cette femme qui était encore pratiquement une étrangère se préparer pour un voyage, et il n'avait ressenti que des calculs froids sur les contrats de transport et les routes commerciales. Et maintenant, elle était le centre de son monde entier, et il murmura contre ses cheveux « Je vous aime ». Et elle se tourna dans ses bras, l'embrassa doucement et dit « Je vous aime aussi ». Et ils restèrent de là, dans le jardin qu'ils avaient construit ensemble, leur fille entre eux, et la maison qui avait autrefois résonné de vide était un foyer maintenant, rempli d'un amour qui avait grandi sur le sol le plus improbable, arrosé de sang et de désespoir et du courage de recommencer. Le soir s'installa doucement sur Ravensmoor Hall, alors qu'Adrian et Eleanor se tenaient ensemble sur la terrasse où une si grande partie de leur histoire s'était déroulée, son bras autour de sa taille et sa tête reposant contre son épaule, dans l'intimité facile d'un couple qui avait voyagé loin de ce froid jour de mariage, où ils avaient été des étrangers, liés par des contrats et la nécessité, et ils regardèrent la dernière lumière dorée s'estomper des jardins où leur fille avait joué plus tôt, dormant maintenant paisiblement dans la nurserie au-dessus, et Éléanore traça la ligne de la cicatrice sous sa robe avec des doigts distraits et dit doucement « Pensez-vous parfois à ce jour sur la route de Portsmouth, à quel point tout aurait pu se passer différemment ?» Et le bras d'Adrian se resserra autour d'elle et il dit « Chaque jour, je pense à quel point j'ai failli vous perdre avant de vous avoir vraiment eu. » Et ils restèrent un moment dans un silence complice avant qu'Éléanore ne se tourne complètement vers lui et dise « Nous avons eu beaucoup de chance, n'est-ce pas, de trouver l'amour dans des circonstances aussi improbables. » Et il lui baisa le front et convint que la chance ne suffisait pas à décrire la grâce qui avait transformé leur arrangement transactionnel en quelque chose de réel, de précieux et d'entièrement à eux. Cher auditeur, peut-être avez-vous entendu cette histoire et vous êtes-vous mis à penser à des arrangements dans votre propre vie qui ont commencé sans amour, à des relations qui semblaient destinées à rester froides et pratiques, à des moments où vous vous êtes demandé si la chaleur pourrait jamais naître d'un sol aussi gelé. Et si c'est le cas, sachez que l'amour n'est pas toujours le coup de foudre des romans d'amour ou la passion instantanée des contes de fées. Parfois l'amour est un choix fait dans l'obscurité, une décision de continuer à marcher quand vos bras vous font mal et que vos forces vous abandonnent, une volonté de recommencer quand recommencer semble impossible. Et ce qu'Adrian et Éléanore ont découvert ce jour terrible où le sang a imbibé les feuilles d'automne, c'est que le cœur humain est capable d'une transformation profonde si on lui donne le courage d'être vulnérable, si on lui offre la grâce d'une seconde chance, si on l'affronte avec honnêteté sur les torts passés et un engagement sincère à construire quelque chose de meilleur. Les arrangements les plus froids peuvent donner naissance aux amours les plus chaleureux
si les deux parties trouvent en elle le courage de démolir les murs construits d'orgueil et d'autoprotection, de dire la vérité même lorsque la vérité révèle des motivations laides et des erreurs douloureuses, d'accorder le pardon lorsque le pardon semble immérité, de faire à nouveau confiance lorsque la confiance a été brisée, et peut-être plus important encore, de reconnaître que l'amour n'est pas simplement un sentiment, mais une action. Ce sont les 20 miles parcourus dans l'obscurité, la veillée gardée au chevet d'un malade, le choix quotidien d'honorer et de chérir ce que l'on tenait autrefois pour acquis, la volonté de se porter mutuellement à travers toute nature sauvage que la vie présente. Si vous vous trouvez dans une relation qui semble irréparable, dans un mariage qui est devenu une simple cohabitation, dans un partenariat où la chaleur a depuis longtemps fui, ne rejetez pas trop vite la possibilité de transformation, car ce qui semble transactionnel ou creux peut encore devenir quelque chose de beau si vous avez la patience de le nourrir, l'honnêteté de reconnaître où vous avez échoué, et le courage d'essayer à nouveau avec un cœur ouvert et un engagement sincère. Puissiez-vous trouver, comme Adrian et Éléanore l'ont trouvé, que les amours les plus profonds naissent parfois non pas malgré des débuts difficiles, mais à cause d'eux, arrosés par les larmes de la reconnaissance et nourris par le sol d'une compréhension durement acquise. Et puissiez-vous avoir la force de porter ceux que vous aimez à travers leurs heures les plus sombres, sachant qu'en les portant, vous pourriez découvrir en vous des profondeurs que vous ne soupçonniez pas, et puissiez-vous reposer cette nuit dans la paix, de savoir que la rédemption est toujours possible, que les cœurs froids peuvent apprendre à se réchauffer, que des étrangers peuvent devenir des êtres chers, et que l'amour vrai, profond et durable, peut naître même des circonstances les plus improbables et les moins prometteuses s'il est entretenu avec patience et arrosé de grâce. Cette histoire vous est proposée par Douces Pages, où nous croyons au pouvoir transformateur de l'amour et à la possibilité de seconde chance. Si ce conte a touché votre cœur, veuillez vous abonner et le partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que même le début le plus froid peut mener à la fin la plus chaleureuse, et puissiez-vous trouver votre propre amour inattendu, puissiez-vous avoir le courage de recommencer, et puissiez-vous bien vous reposer cette nuit, cher auditeur, enveloppé dans la connaissance que la transformation est toujours possible.